Donc l'objet de cette présentation est donc la situation financière donc, de la collectivité, situation financière rétrospective donc, sur la période 2014-2019 et projection financière pour la période donc 2020 à 2026. Donc, dans un premier temps, on va donc s'attacher d'abord à la période rétrospective et ensuite on verra donc les hypothèses et la projection donc, de la situation financière pour la période 2020-2026. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots, et afin que chacun puisse bien s'approprier les différents termes qui vont être ensuite utilisés dans cette présentation, un petit point un peu méthodologique. En commençant par le début, donc sur la construction d'un budget, sur sa présentation. Le budget d'une collectivité se répartit entre deux sections. Une section de fonctionnement et une section d'investissement. La section de fonctionnement, donc, que vous avez ici sur la partie haute, va recenser l'ensemble des éléments donc, qui permettent le fonctionnement courant de la collectivité. En charge de fonctionnement, vous retrouvez évidemment les charges de personnel, tout ce qui est fluide, tout ce qui est contrat, tout ce qui est dépenses d'entretien, et également toute la partie subvention. Ces charges de fonctionnement sont couvertes par des recettes, évidemment. En premier lieu, la fiscalité, donc le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Également, ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, donc ce qui est versé par l'État aux collectivités. Et également d'autres recettes, notamment les recettes des participations des usagers. Ces recettes donc, doivent couvrir dans l'idéal évidemment ces charges de fonctionnement auxquelles on intègre également les intérêts de la dette. Et ces éléments, eh bien, une fois pris en compte, normalement permettent, si tout va bien, eh bien de dégager ce qu'on appelle une épargne brute. Épargne brute, donc la différence entre ces recettes et ces charges. Donc c'est ce qu'il reste de la section de fonctionnement pour financer la section d'investissement. Donc cette épargne brute va constituer notre clé de passage entre nos deux sections et donc cette épargne va venir financer eh bien, tout ce qui concourt au patrimoine de la collectivité et qui est donc inscrit dans cette section d'investissement, les dépenses d'équipement, donc voilà tout le patrimoine que vous pouvez donc, construire sur le territoire. Également l'autre partie de la dette, donc la partie capitale, donc voilà tout ce qu'on a au titre des dépenses. Et donc cette épargne va venir couvrir donc, ces dépenses, ce capital et ces dépenses d'équipement, et on va y associer en plus des subventions, donc le cas échéant, ce qu'on appelle les CTVA, les aliénations, donc ce que la collectivité récupère de TVA sur ses équipements et les produits des cessions, donc les immeubles qu'elle peut céder, et enfin s'il y a un besoin de financement, eh bien on va recourir à l'emprunt. Vous le voyez schématiquement, évidemment, intuitivement, plus le niveau d'épargne de la collectivité sera important, plus elle aura de moyens, soit pour rembourser du capital de dette, soit évidemment pour investir. Donc ça va être évidemment une notion très importante dans l'analyse, puisque une collectivité qui ne dégagerait pas suffisamment d'épargne aurait des difficultés évidemment pour sa section de fonctionnement, mais on aurait également pour équilibrer sa section d'investissement et pour investir. Je passe rapidement, je vais l'accélérer. Donc avant d'arriver à l'épargne brute, on a donc des soldes, ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion. Donc c'est pour ceux qui travaillent dans le domaine des finances, mais plutôt au secteur privé, eh bien, ce sont des terminologies qu'on retrouve également dans le secteur privé. Vous avez, avant d'arriver sur l'épargne brute, eh bien, des soldes intermédiaires. On a ici l'excédent brut courant, qui est le tout premier, et qui va eh bien, être le solde qui va refléter l'évolution structurelle de la collectivité, puisque ne sont pas pris en compte ici les éléments exceptionnels, qui sont pris en dessous, ni les éléments financiers, ils sont pris en compte ici. Donc évidemment, si celui-là se dégrade, par induction, tous les autres vont se dégrader. Donc c'est celui-là qui donne le ton de la prospective et de l'évolution rétrospective. Et si la collectivité eh bien, n'arrive pas eh bien, à contenir ou à couvrir l'évolution de ses charges de fonctionnement par une dynamique suffisante de ses produits, eh bien, son fonctionnement courant, son excédent brut courant va se dégrader. La collectivité donc, est soumise à des règles, à des équilibres. On va avoir deux types d'équilibres que l'on va suivre, un équilibre dit annuel et un équilibre pluriannuel. L'équilibre annuel est soumis à une obligation légale, c'est-à-dire que la collectivité est tenue, donc, dans le cadre de son budget, d'afficher dans l'idéal une épargne brute, comme je vous disais, donc, qui était suffisante pour couvrir le capital de sa dette, mais
le législateur prévoit une certaine latitude donc, et permet aux collectivités eh bien, de ne pas pouvoir couvrir l'intégralité de leur capital par leur épargne brute, mais jusqu'à une certaine limite. Cette limite, la voici schématiquement, c'est-à-dire que la collectivité pourra utiliser une partie de son FCTVA, donc sa récupération de TVA sur ses investissements, et une partie de ses cessions d'équipement pour couvrir le capital de sa dette. Là, on est légalement dans une situation autorisée, c'est-à-dire que mon épargne brute n'est pas suffisante, mais je n'utilise pas toutes mes recettes possibles, cette section-là, pour couvrir mon capital. Je suis déficitaire, puisque vous voyez que j'ai une épargne nette, donc une épargne nette du capital remboursé qui va être négative, mais je suis encore dans les clous d'un point de vue l'égalité. Légalement, c'est la limite. C'est-à-dire qu'une collectivité qui serait donc en épargne nette négative et qui, une fois prise en compte cette ressource FCTVA et cession, n'arriverait pas pour autant à couvrir son capital de dette, serait là par contre considérée comme une situation déficitaire au sens légal du terme. Et donc, verrait son budget ou son compte administratif retoqué et serait vraisemblablement mis sous réseau d'alerte avec comme une intervention de la CRC et derrière de la préfecture. Donc ça va être évidemment un élément que l'on va suivre au niveau de la prospective, c'est de voir dans quelle manière, si d'aventure il y avait déficit en termes d'épargne, eh bien dans quelle manière l'équilibre légal serait respecté ou non. C'est la limite extrême. Si l'équilibre légal n'est pas respecté, il faudra de toute façon prendre des mesures correctrices. Donc ça, c'est la partie légale. On a, avant, l'idéal c'est d'éviter cette situation, donc on a des éléments qui vont nous permettre eh bien, de qualifier la situation financière de la collectivité avant d'en arriver là. Donc sur l'équilibre annuel, on a ce qu'on appelle des indicateurs de solvabilité. Et cet indicateur de solvabilité, c'est ce qu'on appelle le taux d'épargne brute. Le taux d'épargne brute, eh bien, c'est ce que vous dégagez donc, de la section de fonctionnement rapporté à vos produits de fonctionnement. Ça nous permet de voir un petit peu quel est le rendement, entre guillemets, qu'a votre section de fonctionnement. Et pour bien qualifier ce taux, on a une grille de lecture que vous avez ici. Et cette grille de lecture, elle va nous permettre eh bien, de situer la collectivité. On considère qu'en dessous de 7%, la collectivité est en difficulté financière. Voilà. Elle va à terme être vraisemblablement dans une situation de déséquilibre légal. Voilà. Elle n'a pas suffisamment, elle ne dégage pas suffisamment de ressources au niveau de sa section de fonctionnement pour, déjà, peut-être pour certaines, couvrir ses charges de fonctionnement et surtout pour faire face eh bien, au remboursement de capital de sa dette. Entre 7 et 10, on est à l'orange, vous voyez la grille de lecture. On considère qu'on va commencer à être un peu mieux au-dessus de 10%, et au-dessus de 15, on est bien. Voilà un petit peu les seuils. En dessous de 7, c'est pas bon du tout. Il faut, dans l'idéal, au moins être au-dessus de 10, et pour être parfaitement cool au niveau de son budget, au-dessus de 15%. Ça, c'est l'équilibre donc annuel. On a également des éléments qui nous permettent de qualifier la situation financière d'un point de vue pluriannuel, puisqu'une collectivité donc, a des engagements, notamment au niveau de sa dette, et donc on peut avoir un budget qui est équilibré sur l'exercice, mais pour autant qui peut être déjà le révélateur de difficultés à venir. Et donc pour vérifier cet équilibre pluriannuel, on va avoir un autre ratio que vous connaissez certainement, qu'on appelle le délai de désendettement, le ratio des endettements. On rapporte, pour le calculer, le stock de dette de la collectivité sur son épargne brute. Et ça va nous donner un nombre d'années. Et ce nombre d'années, il représente bien le temps qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette si elle y consacrait l'intégralité de ses ressources. Voilà. Et là encore, on a une grille de lecture. On va considérer qu'en dessous de 7 ans, 7-5 ans, tout va bien. Voilà. On est en capacité de faire face à ses engagements vis-à-vis des banques. Quand on commence à dépasser 7 ans, on commence, vous voyez, à remonter au niveau de la grille de couleur, et on va vraiment être déjà en difficulté au-dessus de 10 ans, et dans le rouge au-dessus de 15 ans. Voilà. Donc là, au-dessus de 10 et 15 ans, on est dans une collectivité qui n'arrivera pas à faire face à ses obligations, et on revient à la question de l'équilibre légal. Vraisemblablement, là encore, la collectivité aura à terme des difficultés pour équilibrer son budget, voire un déséquilibre au sens légal du terme. Voilà. Donc deux ratios qu'on va suivre, le taux d'épargne brute et ce délai de désendettement. Voilà pour le préalable méthodologique.
Afin de se comparer, puisque là on a des ratios, vous voyez, qui sont un petit peu sortis comme ça, enfin, voilà, qui sont externes, mais qui ne sont pas forcément collés à la réalité des collectivités. Pour relativiser votre situation financière, on va essayer de comparer la collectivité avec un échantillon de collectivités comparables. Alors comparables géographiquement, puisque ce sont des communes qui viendront des Yvelines, de l'Essonne et de l'Eure-et-Loir, donc vraiment à proximité, et qui sont compris dans votre strate de population, donc en l'occurrence ici, entre 4 et 10 000 habitants. Donc ça nous fait un échantillon de communes de 55 collectivités, pour être précis. Et donc voilà, ça va vous permettre de relativiser aussi votre situation financière. Alors, s'il y a des questions pour la méthodologie, il n'y en a pas. Donc on attaque la partie donc, rétrospective de la collectivité. Voilà l'évolution donc des soldes d'épargne de la collectivité. Alors j'ai mis le premier et le dernier, donc à savoir l'excédent brut courant et l'épargne nette, donc sur la période 2014-2019. On va commencer par l'excédent brut courant. Alors vous le voyez d'une manière générale, vous voyez que ces courbes, donc l'évolution est assez erratique. Voilà. Donc on alterne les augmentations et les baisses, donc sinusoïdales sur la période. L'excédent brut courant est peut-être plus révélateur de la tendance de fond que l'épargne nette, puisqu'il y a par définition dans l'épargne nette tous les éléments exceptionnels qui viennent jouer un petit peu sur les évolutions. Ce qu'on constate, c'est que la collectivité a eu une phase d'augmentation de ses ressources entre 2014 et 2016. Donc l'excédent brut courant est passé d'un peu plus de 400 000 euros à plus de 800 donc en 2016, donc il a quasiment doublé en 2 ans. Et depuis 2016, même s'il y a des oscillations, on a globalement une tendance à la dégradation. Et on retrouve en 2019 un excédent brut courant similaire à celui qu'on avait en 2014, aux alentours de 400-450 000 euros. 400-450 000 euros d'excédent brut courant. Quand on regarde le dernier solde, une fois qu'on a payé donc, les éléments exceptionnels et surtout la partie dette, eh bien, il reste peu d'argent. Donc en termes d'épargne nette, il ne reste même plus rien sur certains exercices, on est même en épargne nette négative. Et vous le voyez, on a, si on prend le dernier exercice, une épargne nette en 2019 de seulement 80 000 euros. Ça veut dire que la collectivité, en 2019, a dégagé 80 000 euros de ressources pour financer ses investissements. On est donc face à une collectivité qui est dans une situation financière fragile. Voilà. 80 000 euros d'épargne, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est pas assez, surtout. C'est pas assez, et même si, vous voyez que ça a ondulé sur la période, on avait de toute façon sur la période 3 exercices sur 6 où l'épargne nette était négative. Ça veut dire que si je reprends mon premier schéma d'équilibre légal, ça veut dire que là, se poser la question de savoir si, légalement parlant, j'étais dans les clous. Puisque je n'avais pas assez de recettes au niveau de mon fonctionnement pour faire face à mon capital de dette. Donc la collectivité a dû puiser dans ses recettes d'investissement pour couvrir son capital de dette. Donc, une situation financière fragile. Cette fragilité, eh bien, quand on la compare aux autres collectivités, elle ressort. Vous avez ici donc mon échantillon de collectivités. Alors, vous n'avez pas tous les noms parce que ça ne passerait pas. Je vous ai mis ici en exergue les collectivités donc proches de vous, et proches puisqu'elles sont aussi membres de la même intercommunauté que vous. Donc là, pour le coup, on a un bon élément de comparaison puisque on est sûr évidemment qu'elles sont dans le même régime fiscal que vous, et on est sûr aussi que vous exercez tous les mêmes compétences, que les mêmes compétences ont été transférées à l'interco. Alors je me suis trompé sur mon échantillon, c'est pas 55, c'est 88. Donc vous voyez, on a un échantillon même encore un peu plus représentatif. On a une moyenne ici, donc de collectivités qui dégagent 169 euros d'épargne brute par habitant. Donc en moyenne, ces collectivités dégagent de leur section de fonctionnement 169 euros par habitant en 2019. La commune se situe ici. Avec 67, mais elle se situe ici, je n'arrive pas à vous le montrer avec ma souris. Parce que, bon. 67, vous êtes tout en bas. Voilà, ça, nous, vous le voyez. C'est là, le en bas. Donc, le dernier. Voilà, vous êtes le dernier, effectivement, des 3 collectivités mises en avant. La commune ne dégage en 2019 que 67 euros par habitant d'épargne brute. On est 60% en dessous de la moyenne. Ce constat, il est aussi vrai en termes d'épargne nette, donc c'est ce qu'il reste pour financer les investissements. En moyenne, ces collectivités dégagent un peu plus de 100 euros par habitant d'épargne nette. Vous êtes, alors les essarts sont juste derrière vous, mais vous êtes avec 13 euros par habitant, là encore largement en dessous de l'échantillon. Vous avez donc déjà, comme ça facialement, une situation financière fragile,
qui se reflète aussi quand on, qui est aussi vrai quand on la compare aux collectivités donc, de même strate de population. Le taux d'épargne brute, je vous disais que c'était un des indicateurs précieux pour mesurer la situation financière de la collectivité. Eh bien, ce taux d'épargne brute en 2019, il est en dessous de mon seuil de 7%. Voilà. Donc, effectivement, la collectivité est en dessous du seuil d'alerte en 2019, avec un taux d'épargne brute de seulement 6,3%, quand on considère que le minimum requis est de 7%. Alors, il a varié, certes, mais globalement parlant, vous voyez qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas bonne du tout. Là encore, un ratio largement en dessous de la moyenne. Donc vous voyez qu'en moyenne, les collectivités sortent 13% de taux d'épargne brute. Avec 6, vous êtes 2 fois en dessous de la moyenne. Alors c'est intéressant, vous voyez, de pouvoir comparer avec d'autres collectivités, parce que ça montre quoi? Ça montre que les collectivités de cette strate de population, de cet échantillon, sont globalement dans une situation financière plutôt bonne. Vous voyez qu'on essaye d'avoir un ratio à minima, donc au-dessus de 10%, elles sont là. Donc c'est plutôt, globalement, c'est plutôt satisfaisant, même d'un point de vue macroéconomique, de voir que les collectivités sont finalement globalement dans une bonne situation financière. Voilà. Et donc, vous dénotez forcément avec 6%, vous dénotez par rapport à cet échantillon. En termes de dette, l'analyse est un petit peu différente. En termes de dette, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. La collectivité s'est désendettée sur la période. Donc, vous voyez que l'encours de dette, donc le stock de dette en début de mandat était de 3 900 000 euros. Il est en fin de mandat de 2,2 millions. 2,2 millions, on va le voir après, c'est effectivement là encore en dessous de la moyenne. Donc, un stock de dette faible, alors c'est aussi, donc là vous avez le stock, là vous avez l'annuité de la dette, donc le remboursement annuel qui a été fait. Cette dette a diminué aussi parce qu'il y a eu un remboursement sec d'un emprunt en 2015, donc forcément, ça fait, vous voyez, c'est la grosse chute qu'on a entre 2014 et 2015. C'est aussi pour ça qu'on avait au niveau de l'épargne une grosse dégradation en 2015. Voilà. C'est parce qu'il y a eu un remboursement sec d'un emprunt donc sur cet exercice-là. Et donc on a un profil d'annuité qui est un peu atypique donc, sur cet exercice-là. Comparé aux autres collectivités, en termes de délai de désendettement, bien, la collectivité donc, a finalement a peu de dettes et donc malgré son faible niveau d'épargne brute, eh bien, arrive à sortir des ratios qui sont bons. Donc, ce n'est pas le niveau d'épargne brute ici qui est en cause, c'est le faible niveau d'endettement. Et donc, par rapport à notre grille de lecture de tout à l'heure, vous voyez que la collectivité, de fait de ce faible endettement, eh bien, a un ratio qui est plutôt dans la zone verte ici, avec un délai de désendettement de 5,3 années donc, en 2019. Là encore, qu'est-ce qui nous permet de dire que vous êtes peu endetté? Eh bien, c'est la comparaison avec les autres. À la comparaison avec les autres, alors, vous avez ici le stock de dette par habitant. Alors, bon, qui n'est pas forcément révélateur de la situation financière d'une collectivité, mais qui permet au moins de voir ce qu'elle a en stock. Vous avez en moyenne un stock de dette donc, pour ces collectivités donc de 689 euros par habitant. Vous êtes avec 356 euros par habitant, 50% en dessous de la moyenne. Voilà. Donc c'est pour ça que votre ratio est faible, c'est parce que vous avez un endettement faible. Et ça se retranscrit donc aussi au niveau du délai des endettements. Voilà, vous êtes en dessous donc, des communes qu'on comparait tout à l'heure. Pour autant, vous repassez au-dessus de la moyenne. Les autres, en moyenne, sont plus endettés que vous, mais comme ils ont aussi un niveau d'épargne brute plus important que le vôtre, globalement parlant, ils arrivent quand même à sortir un délai des endettements de 4 années. Là encore, vous voyez qu'on a quand même un échantillon de collectivité en moyenne avec une situation financière plutôt satisfaisante. Alors pourquoi est-ce qu'on a donc un niveau d'endettement donc aussi faible? Eh bien, c'est parce que on a des niveaux de dépenses d'équipement qui le sont aussi. C'est-à-dire que la collectivité a dépensé à peu près 1 million d'euros par an sur la période. Donc vous avez ici donc, la moyenne sur la période et ces dépenses ici de manière graphique annuelle. Ici vous retrouvez la dépense et à gauche et à droite vous retrouvez sa recette. Donc on a des pics entre 2016, donc 2016-2018 et dans une moindre mesure 2019. En moyenne, on est sur 1 million d'euros de dépenses d'investissement. Ce qui nous intéresse quand on regarde les dépenses d'investissement, au-delà de leur montant, c'est leur financement. Et on voit que le niveau faible d'épargne de la collectivité eh bien, se ressent ici, puisque la collectivité n'a financé ses dépenses avec son épargne nette qu'à hauteur de 11% seulement.
Voilà, donc 11% des dépenses ont été financées par l'épargne. Le reste a été financé par des cessions et par la récupération de la TVA, 38%, par des subventions pour 18%. Et avec tout ça, donc là on peut dire que c'est des ressources entre guillemets propres, ou du moins qui n'engagent pas la collectivité. Eh bien, ça n'a pas suffi à financer toutes les dépenses. Il a fallu donc faire appel à des ressources externes de l'emprunt pour quasiment 22%. Et aussi, c'est ce qu'on a ici, la collectivité a dû puiser dans son bas de laine. Donc la collectivité a des réserves. Et donc il a fallu qu'elle puise dans son bas de laine pour financer ce million à hauteur de 10% en moyenne. Alors pourquoi je vous dis que ce niveau de dépense est faible? Bien, là encore, quand on compare à la moyenne, vous êtes très en dessous de la moyenne. La moyenne de l'échantillon est à plus de 300 € par habitant en moyenne entre 2014 et 2019. Donc là, je n'ai pas un seul exercice qui ne serait peut-être pas forcément révélateur, donc j'ai bien la moyenne des dépenses sur la période, et vous êtes 3 fois en dessous de la moyenne. Monsieur Husson, s'il vous plaît, vous pouvez mettre votre masque. Merci. Donc vous avez des dépenses qui sont parmi vraiment les plus faibles de l'échantillon, donc 3 fois en dessous de la moyenne. Donc c'est aussi pour ça que la collectivité s'est désendettée sur la période, parce que les investissements n'ont pas non plus été à la hauteur de ce qui pouvait être en moyenne dans les autres collectivités. L'évolution de la section de fonctionnement maintenant. Au niveau des charges de fonctionnement, donc l'évolution moyenne des charges a été de 1,4% par an sur la période. Alors cette évolution moyenne cache deux phases. Une première phase de diminution entre 2014 et 2016. Vous voyez qu'on a, si je reprends le niveau ici, vous voyez qu'on a réussi, la collectivité a réussi à maintenir ses charges de fonctionnement, à même les faire légèrement diminuer donc sur le premier partie du mandat. Par contre, à compter de 2017, on a une augmentation beaucoup plus importante et on a, depuis 2016, une évolution moyenne de plus de 3% des charges de fonctionnement. Alors, on a des éléments donc, qui viennent expliquer ça. Deux principaux. Premier élément, donc on a un fonds de péréquation, donc c'est la partie orange que vous avez ici. Donc un fonds de péréquation, c'est surtout, d'ailleurs, vous voyez, c'est surtout cette partie orange qui progresse, qui varie. On a un fonds de péréquation national qui a été créé et qui monte en puissance sur la période, qui vient vous impacter. Donc c'est ce qu'on appelle, alors c'est le FPIC, voilà, c'est le fonds de péréquation intercommunal et communal, donc qui est grosso modo un fonds qui est alimenté par les collectivités riches au profit des collectivités pauvres. Vous êtes plutôt classé collectivité riche, donc vous contribuez à ce fonds. Et donc, ce fonds montant en puissance, la charge a progressé sur la période. Et il y a un deuxième élément qui vient en ligne de compte, c'est une contribution donc, au titre de la loi SRU, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de logements sociaux. Et donc, à ce titre, vous êtes mis à contribution et vous avez une contribution qui apparaît et qui vient alourdir, évidemment, les charges et le budget, donc à compter de 2017. Donc, ces deux éléments cumulés donc, expliquent, pour partie, l'évolution plus importante des charges depuis 2016 à plus de 3% par an. Le problème, évidemment, c'est que l'évolution des produits n'a pas du tout suivi cette tendance. Et donc, on a en moyenne une évolution de 1,8% sur la période, mais quand on se limite à 2016-2019, on a une progression des recettes de seulement 1% par an. Donc, un décalage important entre l'évolution des charges et l'évolution des recettes qui explique la dégradation de la situation financière. Sur ces recettes, vous le voyez ici, graphiquement, le premier poste de recette de la collectivité, c'est la partie rouge ici, c'est sa fiscalité. Sa fiscalité qui est le premier poste de recette et qui a été le premier poste également de croissance des ressources, puisque la collectivité, on va le voir, a augmenté ses taux d'imposition entre 2015 et 2016. Donc c'est ça qui a permis aussi d'expliquer cette croissance sur la période. Ça, vous voyez, ça a progressé. Cette partie ici, on va le voir dans le détail, c'est la DGF, les dotations de l'État. Vous voyez que ça a fondu. On est passé d'un peu moins de 900 000 € à un peu moins de 450. Donc ça a fondu comme neige au soleil sur la période. Et pour le reste, bon, à part quelques petits éléments ici ponctuels, mais la masse est quand même pas importante, on a globalement pas ou peu de progression pour les autres postes de ressources. Ce qui n'est pas propre à la collectivité, hein. Toutes les collectivités malheureusement sont dans cette situation, mais ça veut dire qu'on a une dépendance vis-à-vis de la fiscalité qui est très importante chez vous. Et donc cette dépendance à la fiscalité, elle se traduit par deux choses, par ce qu'on appelle l'effet base et l'effet taux. L'effet base, c'est quoi? Bien, c'est l'évolution des bases, les nouveaux contribuables qui arrivent sur le territoire, et l'augmentation éventuelle des taux. Vous avez un effet base qui est très faible. Évolution ici des bases de taxes d'habitation,
en moyenne 0,5%. Alors, vous avez deux termes, la notion de nominal et la notion de physique. Passons-nous côté contribuable. Nous, chaque année, on voit nos impôts locaux augmenter. Voilà, naturellement, quand bien même la collectivité n'augmente pas ses taux. C'est parce que l'État revalorise chaque année les bases de nos logements. Donc c'est ce qu'on appelle l'évolution, l'indice d'actualisation qu'on a ici. Donc chaque année, il y a une évolution naturelle qui est apportée aux collectivités, que l'on paye nous, indépendamment de l'augmentation des taux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de regarder donc, cet effet-là, puisque cet effet-là, il est le même pour tous. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'évolution intrinsèque du territoire. Dans quelle mesure le territoire s'est développé ou pas? Est-ce qu'il a accueilli de nouveaux habitants? Est-ce qu'il a accueilli de nouvelles constructions? Et c'est ce que reflète cette évolution physique. Et vous voyez que l'évolution physique n'a été que de 0,5% sur la taxe d'habitation et de 0,8% sur le foncier bâti. Donc une évolution relativement faible. Et donc ça ne suffisait pas à la collectivité donc pour faire face à l'évolution de ses charges, d'où le recours à l'effet taux. Les taux ont augmenté sur la période, donc le taux de foncier bâti a progressé, donc de 4 points au total. Ça fait donc une évolution donc, du taux de foncier bâti de 59%, pas 59%, ça fait 38% d'augmentation au total donc, du foncier bâti donc, en 2 ans. Et c'est ça qui explique, vous avez ici la répartition, bien, la majeure partie de l'augmentation du produit fiscal de la collectivité. Cette augmentation du taux de foncier bâti représente un supplément de ressources de plus de 400 000 € sur le mandat. Donc ça veut dire qu'en 2019, dans le produit que vous percevez en 2019, il y a 400 000 € qui a été capitalisé grâce à l'augmentation des taux qu'il y a eu entre 2014 et 2016. On était déjà quasiment à zéro en 2019. Vous imaginez quelle serait la situation financière si l'augmentation des taux n'avait pas eu lieu. Voilà, vous seriez largement négatif. Donc, et l'augmentation des bases, bah finalement, quand on regarde dans le détail, ça c'est ce que l'État vous a apporté, c'est 190 000 €, c'est un peu plus d'un quart de la dynamique. L'évolution physique, donc la dynamique réelle des bases, parce que vous avez les nouveaux contribuables, les nouvelles constructions, eh bien ça ne représente finalement que 13% de l'augmentation du produit. Donc si vous aviez dû équilibrer votre budget qu'avec la croissance de vos bases, ça aurait été difficile. En termes de taux, bah, vous avez des taux qui sont globalement dans la moyenne pour la TH, donc, enfin qui sont légèrement en dessous plutôt pour la TH, pardon. Donc la moyenne est à 21,31, vous êtes à 20,42. Alors bon, c'est presque la dernière fois qu'on le voit, c'était ce diagramme, puisque la TH va disparaître à compter de 2021 pour les collectivités. Donc là, voilà, vous saurez que, effectivement, historiquement, vous aviez un taux légèrement inférieur à la moyenne. Maintenant, ça ne joue plus. Ce qui nous intéresse par contre, c'est celui-là, c'est le taux de foncier bâti. Malgré les 2 augmentations successives en 2015 et en 2016, la collectivité reste toujours largement en dessous de la moyenne. Vous avez un taux qui est 20% en dessous de la moyenne de l'échantillon. Avec 14,88, vous êtes presque 4 points en dessous de la moyenne de l'échantillon. Donc, il reste des marges, entre guillemets, donc, sur ce taux de foncier bâti, donc, par rapport au taux moyen que pratiquent les autres collectivités. Dernier élément important de cette rétrospective, donc, qui a aussi expliqué le tassement de l'évolution des ressources, c'est le contexte donc, de ce mandat, avec des relations de l'État avec les collectivités qui se sont un petit peu détériorées, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'État a demandé aux collectivités de participer à l'effort de redressement des finances publiques, et ça s'est traduit par un prélèvement donc, sur 3 ans, qui a entraîné une baisse des dotations de quasiment de moitié. Hein. Vous avez perdu à peu près 400 000 € de dotation sur la période. Voilà. Donc ça fait une moyenne quand même de baisse de plus de 12% par an. Donc notamment, parce qu'il y a d'autres effets, mais celui-là c'est le principal quand même, notamment donc, à cause de cet effet, la contribution, donc l'effort de la commune au redressement des finances publiques en tant que tel, c'est déjà plus de 300 000 €. Voilà. Donc ça c'est perdu, et définitivement perdu, malheureusement ça ne reviendra pas. Donc ça explique aussi pourquoi l'évolution des recettes a été relativement faible donc, sur cette période rétrospective. En conclusion, juste rapidement, vous avez contribué, pour autant vous n'êtes pas une commune riche, vous voyez, vous êtes pile dans la moyenne en termes de potentiel, donc c'est-à-dire là c'est la richesse, on va dire, de la collectivité, son potentiel, sa capacité à lever de la ressource, vous êtes pile dans la moyenne, vous êtes ici, donc vous voyez pour une moyenne là, donc là pile poil dedans, et vous n'avez pas une population qui est spécialement riche non plus. Là, le revenu par habitant, vous êtes là encore pile poil dans la moyenne. Alors, l'échantillon est globalement riche. Vous êtes globalement dans l'échantillon. En moyenne nationale, on est plutôt aux alentours de 15 000.
Vous êtes à là, l'échantillon, vous voyez, est à 19 500. Donc d'où l'intérêt de prendre des collectivités qui sont comparables. Si on comparait des communes du Nord ou de la Corrèze, on aurait évidemment des différences beaucoup plus fortes. Là, avec des communes qui sont comparables, vous vous situez à peu près dans la moyenne. En conclusion, fragilité de la situation financière. Donc un niveau d'épargne qui est faible et qui est surtout inférieur au seuil minimum recommandé de 7%. Donc avec ce taux d'épargne brut de 6,3, vous êtes en dessous du seuil minimum recommandé. Des marges qui sont globalement toutes en dessous de la moyenne de l'échantillon. Donc si on visait de se situer dans la moyenne, il faudrait effectivement faire un effort important pour retrouver donc, des ratios moyens comme les communes de l'échantillon. Un niveau d'investissement qui a été aussi en dessous de la moyenne. Et enfin, donc ça c'est peut-être les éléments importants donc, pour la prospective. Ce niveau d'investissement, est-ce qu'il est lié simplement au fait que vous avez moins de patrimoine que les autres à entretenir et donc ça nécessite moins d'investissement, ou est-ce qu'il est révélateur d'un sous-investissement? Premier élément pour la prospective. Et deuxième élément, cette dynamique que l'on a depuis 2016, est-elle une tendance de fond ou est-elle une tendance qui est entre guillemets transitoire? Ou est-ce que c'est révélateur effectivement d'une incapacité à faire évoluer ses charges, soit au même niveau que ses recettes, soit en dessous de ses recettes? Ça veut dire que là, quand même, la collectivité aborde la prospective avec des marges fragilisées. Alors même qu'on sait qu'il y a des enjeux importants dans cette prospective. D'abord, évidemment, la crise que l'on traverse, qui va avoir des effets importants sur son budget. Et aussi, parce qu'il y a un deuxième élément, c'est que, je vous le disais, la taxe d'habitation va être supprimée à compter de 2021, va être remplacée donc, par d'autres ressources, évidemment, ça ne va pas être une perte sèche. Mais pour autant, on a un risque d'impact sur la dynamique de la collectivité. Les éléments de la prospective maintenant, sauf à ce qu'il y ait des questions sur la rétro. Bon. Alors, la prospective. Plusieurs points dans cette prospective. La réforme TH, je vous l'annonçais, les dotations de l'État, donc savoir dans quel contexte ça va s'inscrire, le fonctionnement, les recettes et les charges, et le programme d'investissement. La réforme TH d'abord. Alors, je vous passe la partie littéraire, je vais la faire en résumé. Sur la réforme TH, pardon. Voilà. Sur la réforme TH, il faut s'y situer selon deux positions. Donc, il y a la position des collectivités et la position des contribuables. Posons-nous plutôt le côté favorable, posons-nous d'abord de notre côté à nous, contribuables. On a des belles perspectives, puisque à l'horizon 2023, il n'y aura plus de TH pour personne. Donc, ce mouvement, il a déjà commencé. Donc, en moyenne, au niveau national, 80% des contribuables ne payent déjà plus de TH en 2020. Les 20% restants vont commencer donc, à voir leur taxe d'habitation diminuer à compter de 2021, donc par tranche de 30%, donc pour ne plus rien payer à l'horizon 2023. Ce taux, alors, le 80%, c'est une moyenne au niveau national. Ce taux est plus faible ici, parce qu'on l'a vu, vous avez un revenu par habitant quand même qui est certes dans la moyenne, mais sur une moyenne qui est supérieure à la moyenne nationale. Donc ce taux est en moyenne ici de 58%. Donc ça veut dire que 58% de vos habitants ne payent plus de TH en 2020 et les 42% restants vont l'économiser à compter de 2021. Cette réforme a été neutre pour la collectivité donc jusqu'en 2020 puisque l'État s'est substitué aux contribuables. Ça a été parfaitement neutre. L'argent est rentré mais entre guillemets vous ne saviez pas qui c'est qui payait. C'était l'État ou le contribuable selon le cas de figure. Mais ce schéma va changer donc, lorsque sont place côté collectivité, puisque le calendrier va être un petit peu différent collectivité. Côté collectivité, l'ATH va disparaître pour vous, collectivité, en 2021. Donc il va y avoir un delta qui va être payé par les contribuables pendant 2 ans, qui va être perçu par l'État, mais vous, collectivité, vous ne percevrez plus d'ATH à compter de 2021. Et en contrepartie de cette disparition, vous allez percevoir, vous allez récupérer le foncier bâti du département. Alors, on va avoir un glissement au niveau des collectivités. Et donc, alors quand je dis l'ATH, petite précision, je parle de l'ATH sur les résidences principales. Donc c'est uniquement l'ATH des résidences principales qui disparaît. Les résidences secondaires restent. Alors, bon, c'est vrai que pour vous, c'est marginal, donc c'est pour ça que je fais un peu le raccourci. Mais voilà, c'est uniquement l'ATH des résidences principales qui disparaît. Et donc, en contrepartie de ça, je vous disais, vous allez hériter du foncier bâti départemental. Le problème, évidemment, c'est que ce que vous perdez et ce que vous récupérez n'est pas forcément équivalent. Et donc, dans certains cas de figure, certains vont récupérer plus qu'ils ne perdent, d'autres vont récupérer moins.
Et donc, on va avoir dans ce cas-là eh bien, un mécanisme de correction qui va se mettre en place, qu'on va voir tout de suite. Les masses en jeu pour vous, les voici. Voilà votre produit fiscal donc 2020. Vous êtes à peu près sur 3,7 millions. 3,7 millions répartis entre à peine 100 000 euros sur les résidences secondaires, quasiment 1,9 million sur les résidences principales, donc en taxes d'habitation, quelques compensations de taxes d'habitation pour 86 000 euros, un peu de compensation de foncier bâti, mais ça c'est peanuts, et surtout donc 1,6 million de produits de foncier bâti. Donc la TH était majoritaire dans vos ressources avant la réforme. Après la réforme, vous allez conserver donc la TH sur les résidences secondaires, vous allez conserver évidemment votre ancien produit de foncier bâti, et vous allez hériter du foncier bâti départemental. Le problème, c'est que le foncier bâti départemental, il n'est pas au niveau de la TH perdue, il va représenter à peine 1 million. Et donc, vous allez bénéficier eh bien, de ce qu'on a... Alors, ça ne marche pas très bien au niveau de la couleur. Là. Vous allez bénéficier eh bien, d'une garantie d'à peu près 700 000 euros, donc, pour vous assurer un niveau de ressources équivalent avant et après la réforme. Cette correction, cette garantie, ça ne va pas être figé. Et c'est ça, c'est en cela que cette réforme, elle est un petit peu différente de ce qui pouvait être mis en place avant. C'est que cette garantie, eh bien, elle va être dynamique, elle va évoluer comme vos ressources. Prenons un exemple rapidement. Si vos ressources augmentent de 1,6% entre 2020 et 2021, eh bien, si on fait tout progresser de 1,6%, eh bien, la méthode, le principe qui a été retenu avec cette garantie, c'est que ça passe parce que, alors, rapidement, c'est ce qu'on appelle un coefficient qui va venir s'appliquer à vos bases. Donc vous avez une base de 100, eh bien on va vous appliquer un coefficient de mémoire pour vous autour de 1,30 ou 1,40 pour booster vos bases, pour multiplier, pour récupérer les 40% que vous avez perdu avec la réforme. Et donc, puisque j'applique chaque année ce coefficient à vos bases et que vos bases évoluent, eh bien l'équivalent de ma garantie va évoluer comme les bases. Et donc, si vos bases de foncier bâti augmentent de 1,6% entre 2020 et 2021, puisque j'applique mon coefficient à vos bases, eh bien l'équivalent de ce coefficient en monnaie sonnante et trébuchante va passer de un peu moins de 700 000 euros à 710 000 euros. Vous ne perdez pas de dynamique sur une partie de vos ressources. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je ne dis pas que ça va être parfaitement neutre, donc, puisque vous n'êtes pas forcément assuré de retrouver une dynamique équivalente sans la TH ou en ayant récupéré le foncier bâti départemental, mais c'est moins pire que ce qui a pu être mis en place avec notamment la réforme de la taxe professionnelle. Les hypothèses que l'on a retenues pour la fiscalité. Donc, sans perspective particulière, donc, en termes de livraison de logement, eh bien, on a été prudent. Du moins, enfin, on a fait avec on a prolongé eh bien, les dernières évolutions connues, à savoir une évolution physique. Donc là, c'est vraiment ce qui s'applique, enfin, les nouvelles bases, donc de seulement 0,3% par an, donc pour le foncier bâti, jusqu'à plus ça qui reste. Avec, en parallèle, toujours une revalorisation forfaitaire des bases, donc que nous, contribuables, on va devoir assumer, avec quand même un élément important, c'est que pour 2021, cette revalorisation, elle va être de 0. Alors, bonne nouvelle pour nous, contribuables, on ne va pas payer plus d'impôts l'année prochaine, en tout cas sur la taxe foncière, si le taux n'augmente pas, parce que les bases n'ont pas augmenté. Alors pourquoi elles n'augmentent pas? C'est en fait dans la loi, cette revalorisation, elle est fonction de l'inflation constatée entre novembre 2018 et novembre 2019. Il n'y a pas eu d'inflation. Donc il n'y a pas eu d'évolution des prix entre ces deux périodes. Donc la revalorisation est nulle pour 2021. On part sur une hypothèse où, avec la relance, enfin, si tout va bien, tout repart. Donc normalement l'inflation devrait aussi repartir. On part sur une hypothèse d'inflation de 1% par an ensuite, qui se traduira donc par une revalorisation des bases de 1%. Ça veut dire, vous voyez, que 1% à compter de 2022 plus 0,3, on va être sur une évolution des dynamiques fiscales d'à peu près 1,3% par an. Voilà, donc ça va être un peu au-dessus de l'inflation, mais pas beaucoup au-dessus de l'inflation. Pas beaucoup de marge. Au niveau de la DGF, la baisse qu'on voyait tout à l'heure sur la rétrospective, elle va continuer. Alors elle ne va pas continuer pour raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement particulier de la part de l'État, en tout cas pas, parce qu'il n'est pas encore annoncé, s'il devait y en avoir un. Mais c'est simplement la mécanique normale de la DGF qui est comme celle-là, c'est-à-dire que l'État n'abonde plus les collectivités, et donc les collectivités autofinancent la péréquation. Donc pour que la péréquation augmente, pour qu'on puisse augmenter les enveloppes de péréquation, il faut qu'on prélève sur d'autres composantes.
En l'occurrence, pour vous, c'est la part forfaitaire, c'est cette part-là, qui est prélevée chaque année pour faire en sorte que cette part en rouge progresse. Le problème pour vous, évidemment, c'est que vous voyez que ce que vous donnez d'un côté n'est pas ce que vous récupérez de l'autre. Voilà, vous n'êtes pas parmi les collectivités les plus défavorisées, donc vous n'êtes pas prioritaire pour la péréquation. Donc vous ne récupérez pas ce que vous donnez, et donc on a une perte de l'ordre de 300 000 euros donc, à l'horizon 2026. Bonne nouvelle, s'il fallait en voir une, en 2026, vous n'avez plus de dotation forfaitaire. Donc on ne pourra plus vous prélever puisque vous n'avez plus rien. Donc ça veut dire qu'à compter 2027, il n'y aura plus de baisse de la DGF. Voilà. C'est une façon de voir la chose, verre à moitié plein, quoi. Mais bon, voilà, il aura fallu quand même passer par une perte de près de 300 000 euros pour en arriver là. Donc, maintien de la dynamique qu'on avait eue sur la rétrospective pour la DGF, on est à peu près dans la même proportion, vous voyez, une baisse moyenne de l'ordre de 12% par an, on était à 12,6 sur la rétrospective, on va être à 12,1 en prospective. Sur l'effet Covid, donc on a un effet donc, sur l'exercice 2019, donc un effet négatif, qui est un mix de deux éléments, des dépenses supplémentaires, donc estimées à peu près à plus de 60 000 euros, donc pour les achats de fournitures et pour la prime qui a été évoquée tout à l'heure. Donc les deux éléments mis bout à bout, c'est à peu près 60 000 euros de charges supplémentaires sur l'exercice. L'État a aidé un peu les collectivités en subventionnant l'achat de masques. En net, pour la collectivité, pour 2020, en prévisionnel, l'effet de la crise, c'est à peu près 50 000 euros. Voilà. Et donc ça, évidemment, on l'a intégré dans la prospective. Donc les hypothèses qui ont été retenues pour les produits de fonctionnement. On est sur une évolution moyenne, tout compris, de 0,2% par an. 0,2, c'est très faible. C'est très faible pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, on a peu de dynamique fiscale, on n'a pas mis grand-chose, il n'y a pas beaucoup de perspectives de livraison de logement, et on a toujours une DGF qui diminue. Donc forcément, ça tire vers le bas la croissance. Comme, par ailleurs, il n'y a pas non plus de grosses perspectives en termes d'évolution des autres ressources, donc sans prendre tout dans le détail, mais vous avez une bonne partie de vos ressources qui sont figées par la loi, notamment les reversements de Rambouillet Territoire, donc vous avez plus d'1 million d'euros qui revient de Rambouillet Territoire, mais c'est figé, ça c'est prévu par la loi, donc on voit la garantie, mais cette garantie c'est une garantie figée, vous avez 1 million d'euros qui n'évolue pas, et pour le reste, c'est vrai que bon, le contexte est incite plutôt à la prudence en termes de croissance, et donc on est sur des évolutions de ressources qui sont comprises entre un maintien et une évolution proche de l'inflation. Voilà. Donc, ça fait en moyenne seulement 0,2% par an d'évolution des produits de fonctionnement. Voilà, graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, 100 000 euros de plus seulement entre 2019 et 2026. Ça fait pas beaucoup. En face, l'évolution des charges de fonctionnement. Elle est la plus importante. Elle est en moyenne de 1,7% par an. Alors, cette estimation de charge, elle a été faite en deux temps. D'abord, avec l'atterrissage 2020, c'est-à-dire qu'on a anticipé quel serait le compte administratif prévisionnel pour l'exercice 2020. Et sur cette base-là, on a fait évoluer les postes de charge. Au niveau du chapitre 011, ce qu'on appelle les charges à caractère général, donc vous retrouvez ici les flux, les contrats, les dépenses d'entretien de la collectivité, on est sur après l'atterrissage 2020, on est sur une évolution entre 1 et 1,5% par an. Donc une évolution relativement raisonnable. On est à peu de choses près autour de l'inflation. Donc on n'est pas sur des évolutions extravagantes au niveau des charges à caractère général. Peu ou prou l'inflation. Au niveau des charges personnelles, là on a des évolutions qui sont plus importantes, notamment sur 2020 et 2021. On a un CA prévisionnel 2020 à un peu plus de 3,6 millions pour les charges de personnel. On sera à quasiment presque 6% d'augmentation par rapport à 2019. Et l'effet en année pleine, donc d'une partie des recrutements qui ont été faits, amène à une prévision pour 2021 à 3 780 000. C'est à peu près 4,6% d'augmentation par rapport à 2020. Une fois ces deux années-là passées, on a une évolution des charges de 1,5% par an pour le reste de la période. On est sur une évolution un peu au-dessus de l'inflation, mais qui n'est pas non plus, là encore, extravagante. Pour le reste, on est à peu près, là, comme pour la partie recettes, sur un maintien, voire une légère progression, puisqu'il y a des éléments qui évolueront malgré tout indépendamment de votre volonté. Je pense notamment à la contribution pour les pompiers, le SDIS. Celle-ci, c'est une augmentation qui vous est imposée, vous n'avez pas le choix. Et donc, on est, vous voyez, sur ces postes-là, sur une évolution aux alentours de 1% par an. Tout ça
fait quand même 1,7% par an en moyenne, et quand on raisonne en valeur absolue, donc on est sur une croissance de l'ordre de 800 000 euros des charges sur la période, dont la moitié va arriver sur les deux premiers exercices, 20 et 21, donc on a 400 000 euros d'augmentation rien que sur ces deux exercices-là. L'investissement maintenant, les hypothèses retenues, estimation 2020, 2 millions d'euros, donc ça c'est les investissements qui sont estimés pour l'exercice 2020, donc on est au-dessus de ce qui a pu être fait sur les années antérieures. Pour la prospective, donc à compter de 2021, on est revenu à un niveau similaire à ce qui avait été fait sur 2014-2019, ce qu'on appelle, on teste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on teste la capacité à investir, et cette capacité à investir, elle a été testée à 1 million d'euros. Donc c'est-à-dire qu'on maintient en prospective, j'allais dire le sous-investissement, en tout cas le niveau largement inférieur que vous pouviez avoir en rétrospective, on le maintient en prospective. Voilà. On va voir si déjà ce million d'euros, il est possible de le faire. Et donc pour financer ces dépenses, on va avoir évidemment des recettes, des subventions. Donc il y en a à peu près pour 1 million en 2020, et ensuite il y a un taux de subvention espéré de 15% pour les opérations qui vont être faites à compter de 2021. Vous allez récupérer du FCTVA, logique, puisque ça c'est prévu, donc vous payez la TVA, vous la récupérez. Il y a une cession qui est prévue en 2020 pour 600 000 euros, un peu de taxe d'aménagement aussi pour 100 000 euros par an. Et surtout, on va avoir un badline qui va pouvoir être mobilisé. Donc ce qu'on appelle l'excédent global de clôture en compta public, c'est le fonds de roulement qu'on a au fond dans le privé. Et ce fonds de roulement, ce badline, il est d'un peu moins de 800 000 euros fin 2019. Et il va être mobilisé sur la période, évidemment, pour limiter le recours à l'emprunt. C'est-à-dire que l'idée, c'est alors sans forcément aller au bout, mais l'idée, c'est d'abord de prendre un peu sur ses réserves avant de commencer à emprunter. Voilà. Et donc, dernier élément, qui est positif cette fois-ci, avant de passer au résultat, c'est la dette. Donc vous avez ici l'annuité de la dette, le plan d'extinction de la dette de la collectivité, plan d'extinction très long. Vous avez un emprunt qui va s'éteindre en 2057, donc vous avez un emprunt qui est très très long, bon, qui est dérisoire en termes d'annuité, mais qui est très long. Et vous avez surtout, ce qui est important, une forte baisse à attendre sur la période prospective. Vous avez à peu près 200 000 euros qui vont disparaître donc sur cette période prospective. C'est ce qu'on appelle ici une capacité de substitution, c'est-à-dire que la collectivité va pouvoir réemprunter et donc générer une dette nouvelle à hauteur de 200 000 euros sans que ça, finalement, alourdisse son budget. Donc si on prend comme référence ici 2019, on peut réemprunter et recréer 200 000 euros d'annuité sans que finalement le budget soit dégradé. Et 200 000 euros d'annuité, c'est à peu près 3 millions d'emprunts. Donc ça veut dire que si vous empruntez 3 millions ou moins d'emprunts, eh bien vous aurez une annuité de dette qui va diminuer. Si vous allez au-delà de 3 millions d'emprunts, mécaniquement, la dette va s'alourdir, la charge de dette va s'alourdir, et vous allez, dans ces cas-là, dégrader un peu plus la situation financière. Le résultat de tout ça, le voici. Alors, plutôt sous forme graphique. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une situation financière qui était délicate fin 2019 et qui va l'être encore plus en prospective. Vous avez ici l'évolution de votre fonctionnement courant. Le fonctionnement courant, donc la différence entre les produits courants, les charges courantes. Donc on n'a pas la partie dette, on n'a pas la partie exceptionnelle. On avait déjà un niveau 2019 qui était le plus bas de la rétrospective. Eh bien vous voyez que ce niveau va continuer à baisser. Et il va même devenir, et là c'est vraiment inquiétant, il va devenir négatif à compter de 2022. Dit autrement, ça veut dire qu'à compter de 2022, vous n'avez plus suffisamment de recettes de fonctionnement pour payer vos charges. Vous êtes en 2022 un peu comme l'État. Vous empruntez pour payer vos personnels. Ce que, évidemment, vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. Donc, et cette situation, elle devient critique dès 2021. Pourquoi elle devient critique? Vous avez ici l'évolution comparée des recharges et des recettes. On l'a vu tout à l'heure, on le disait, en évolution moyenne, l'évolution des produits était largement en dessous de l'évolution des charges. On est sur une évolution de produits proche de zéro, alors que les charges évoluent à minima, ici, là, autour de 1% par an. On a même un écart de quasiment 4 points entre 2021 et 2020. Donc tout ça, évidemment, ce différentiel-là, c'est la dégradation que vous constatez ici. Après, on va rentrer dans le cercle vicieux, ce qu'on a dans ce graphique-là. Cercle vicieux, c'est quoi?
C'est tout simplement que moins vous avez d'autofinancement net, qui était déjà pas élevé en 2019, bien, pour financer le peu d'investissement qu'on a à prévoir, ça va nécessiter de l'emprunt. Et donc, il va y avoir une part d'emprunt dans les investissements qui va devenir majoritaire et qui va devenir finalement quasiment le seul moyen de financement. Et donc, on le disait, vous avez une capacité de substitution de 3 millions d'euros. Avec ce que vous allez devoir emprunter pour financer seulement 1 million d'investissements, vous allez être largement au-dessus de cette capacité de substitution. Et donc, vous allez trop emprunter, entre guillemets, ce qui va faire augmenter l'annuité de la dette. Et là, on a un double effet qui va se cumuler, le fonctionnement qui se dégrade, l'annuité de dette qui explose. Vous avez ici le niveau d'épargne qui va plonger. On était proche de zéro en 2019, on est négatif dès 2020. Et dès 2021, on a un niveau de déficit de l'épargne qui est déjà au-delà de la légalité. Si vous reprenez mon premier article de tout à l'heure, on avait une déficit autorisé, mais jusqu'à une certaine limite. Cette limite, elle est atteinte dès 2021. Et évidemment, après derrière, ça ne fait que s'accentuer. On a un déficit d'épargne à l'horizon 2026 qui atteint 800 000 euros. Donc, c'est un cumul de deux effets. Ce fonctionnement courant qui se dégrade, et c'est le point principal évidemment, puisque si lui ne se dégrade pas, vous n'avez pas besoin d'emprunter autant, et donc l'annuité n'augmente pas. Donc c'est de lui que vient le problème, mais il induit derrière des effets importants, des effets collatéraux qu'on a ici. L'encours de dette qui avait fortement baissé, il augmente forcément, lui, maintenant. De 2,2 millions, l'encours passe à quasiment 5,9 millions à l'horizon 2026. On est au-delà donc des 3 millions d'euros qu'on voyait tout à l'heure. Donc l'annuité de la dette va progresser, elle va dépasser les 500 000 euros, donc 550 quasiment à l'horizon 2026. Ça vient aussi dégrader un peu plus la situation financière. Les ratios, j'ai envie de dire, ils sont presque anecdotiques, puisque de toute façon, on ne va les analyser que lorsqu'on est encore dans la légalité. Là, on n'est même plus dans la légalité, et vu que tous les seuils sont négatifs, ils ne sont même plus analysables. Et que mon délai de désendettement, un délai de désendettement négatif, c'est même pas analysable. C'est-à-dire que je suis au-dessus du rouge, en fait. Voilà. C'est vrai que le rouge, ils sont inversés. C'est vrai que toute cette partie-là soit rouge. Le taux d'épargne brute, on disait qu'il fallait être en dessous de 7. Vous êtes à 0 en 2021, vous avez un fonctionnement courant qui est négatif. Vous êtes à moins 5% en 2026. Voilà. Donc malheureusement, la tendance, donc, le stock, donc, la situation financière que vous aviez en 2019 était déjà fragile. Là, le contexte économique n'arrange pas la situation et rend la situation financière impossible donc, en l'état actuel, donc dès 2021, et effectivement nécessitera des mesures correctrices donc, dès 2021. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Merci, monsieur.